Heureux de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue encore une fois à ce nouveau rendez-vous du journal dont voici d'abord les titres. Les affrontements entre les forces de l'ordre et un groupe de Maroumé ont emporté une dizaine parmi les habitants des communes de Muhuta et Bugarama dans la province de Rumongue. Le mouvement de Tabara a sorti un communiqué pour reconnaître qu'il s'agit de l'une de les positions qui a été attaquée par les policiers et les Imbonerakure ce dimanche. En Burundi, Patrick Kwizerimana a été sauvagement massacré au Kenya où il y vivait. L'ambassade du Burundi dans son pays ne veut pas intervenir et n'offusque pour l'enterrer avec dignité. Vous aurez quelques détails dans ce journal. La mesure de déclaration des biens pour les dignitaires nécessite des mesures d'accompagnement. Vous aurez les éclaircissements dans ce journal de Faustin Ndikumana, expert économiste. Rebonjour. Une jeune fille a été retrouvée morte ce dimanche dernier dans le quartier Twinyoni, commune Nahangwa, zone Kamenge, dans la capitale de Bujumbura. Son cadavre était ligoté, emballé dans un sac et aurait été tué après une séance de torture. Sécurité toujours, 12 personnes ont été tuées dans les communes de Muhuta et Bugarama dans la province de Rumongue, c'est au sud du pays. Elles ont été enlevées par un groupe d'hommes armés qui ont apparu dans ces communes dimanche dernier. Les forces de l'ordre ont poursuivi ce groupe ce lundi matin. Des fortes explosions ont retenti dans la forêt où seraient logés ces assaillants. Winnie Nkurunziza pour plus de détails. Parmi les 15 personnes qui avaient été enlevées ce dimanche, 2 ont pu échapper non loin de leur ménage. Une autre a été retrouvée ce lundi matin, tandis que 12 ont été tués. La population locale indique que leurs cadavres ont été découverts vers le soir de ce dimanche dans la localité de Moussé, située entre la commune de Muhuta et la commune de Bugarama, tout près de la réserve naturelle de Mongue. Selon des sources sur place, parmi ces assaillants, un a été arrêté ce lundi matin sur la colline de Zinginyaruyaga où il se cachait. Ces sources disent qu'il a été blessé au niveau de sa jambe. Il a été transféré au commissariat de Rumongue pour un interrogatoire. Ce captif a révélé que ce groupe armé s'était rendu dans ces communes en provenance de Kamenge en mairie de Bujumbura et qu'ils étaient répartis en 2 groupes, en peloton en jargon militaire, soit près de 70 personnes. L'armée et la police ont mené une opération de poursuite ce lundi matin à l'aide des armes lourdes qui visaient à chasser ces assaillants dans la forêt de Mongue à partir de la zone Nyamiyaga. Selon toujours des sources locales, des coups de feu ont été entendus également tout près du camp militaire de Lutongo, sur la colline Rushiga. Nos sources précisent que toutes les victimes sont des civils, sauf le chef de poste de police de Magala qui a été blessé. Cependant, le mouvement de Tabara, dans un communiqué rendu public ce dimanche même, il a fait savoir que c'est une de leurs positions qui a été attaquée. En ripostant, le porte-parole de ce mouvement affirme avoir tué 9 policiers et une vingtaine de membres de la milice Imbonerakure. Nous n'avons pas pu joindre le porte-parole de l'armée et de la police pour plus d'informations. Justement, à propos de ces affrontements, le réseau des citoyens probes condamne ces affrontements qui emporte la vie de la population innocente. Pour Joveni Bigira, vice-président de ce réseau, seul le dialogue franc entre toutes les parties prenantes de la crise burundaise accordera une véritable paix au Burundi. Suivez. Et aujourd'hui, c'est regrettable d'entendre une attaque comme elle s'est déroulée hier, au moment où le président de la République et les autres institutions disent qu'il y a la paix au pays, que la paix règne sur le territoire national. Mais cela montre qu'aujourd'hui, ce qui est dit, ce n'est pas réel sur le terrain, et cela se marque par cette attaque. Et cette attaque est regrettable encore une fois, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 5 ans, où il y a une partie de l'opération qui demande des négociations entre les opposants, entre les partis politiques, entre les membres des associations de la société civile, les médias et toute autre personne nécessaire pour la consolidation de la paix. Mais le gouvernement aujourd'hui se dit qu'il y a la paix, qu'il n'y a pas de guerre, que tout a été bien rétabli en ordre. Mais c'est regrettable du moment où c'est l'opération qui en périt.
et la population qui est en péril aujourd'hui n'est pas partie prenante de cette attaque. Et c'est pourquoi alors, nous demandons alors, au gouvernement surtout qu'il y ait des négociations entre ces groupes armés syriens pour que la population retrouve la paix et la sécurité. Et aujourd'hui, par exemple, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des arrestations. Ces arrestations qui vont suivre vont peut-être se diriger vers les personnes qui ne veulent pas attaquer. Donc aujourd'hui, alors, on demande d'abord qu'il y ait le respect des droits internationaux concernant les moments de la guerre. S'il y a des attaques, il faut qu'il y ait les conventions qui vont suivre après et qui vont être suivies. En Burundi, Dinodo Patrick Kwizerimana a été sauvagement tué au Kenya dans la ville de Nairobi. Son corps vient de passer 10 jours dans la morgue publique de Nairobi City Mortuary. Certains Burundais résidant dans la ville de Nairobi ont saisi l'ambassade du Burundi à Nairobi pour solliciter leur intervention, mais l'ambassade n'a pas voulu les accueillir. Les circonstances de la mort de Patrick Kwizerimana avec Thierry Bigrindavi. Patrick Kwizerimana a été lapidé par des passants dans la ville de Nairobi le 15 août dernier. Ce jour-là, Patrick s'était rendu à son lieu de travail comme d'habitude à l'entreprise chinoise de construction appelée Yangtai au quartier Kileleshwa dans la ville de Nairobi. Patrick et les autres employés de cette entreprise devraient recevoir leur salaire hebdomadaire. L'incident qui est à la base de la mort de Patrick, c'est un vol à main armée survenu le même jour. Un groupe d'hommes armés s'est introduit dans cette entreprise chinoise et s'est emparé d'une somme de 400 000 shillings Kenya dans la comptabilité de cette entreprise. Patrick a alors été soupçonné d'être complice avec ces bandits. C'est alors que les passants se sont jetés sur lui, le tuant à coups de pierre. Patrick Kwizerimana a tout fait pour expliquer à ses bourreaux qu'il n'avait rien à voir dans son vol, qu'il était venu juste pour percevoir son salaire comme tous les autres ouvriers de l'entreprise, mais en vain. Comme l'affirment d'autres Burundais qui travaillaient avec Patrick dans l'entreprise Yangtai, après consultation des images enregistrées par les caméras de surveillance, il s'est avéré qu'il n'y avait aucune connexion entre Patrick et cette bande de voleurs. Depuis ce samedi noir, le corps de Patrick repose dans la morgue publique nommée Nairobi City Mortuary. Certains Burundais résidant à Nairobi ont par la suite saisi l'ambassade du Burundi à Nairobi, mais l'ambassadeur Jean Bosco Barege a refusé de les recevoir. Ces Burundais se sont alors adressés au premier conseiller d'ambassade Espérance Mateso, avec qui ils se sont entretenus. Mais cette dernière, contactée par nos confrères de la radio RPA, a nié être au courant de ce cas de Patrick. Non, moi je n'ai discuté avec personne sur cette question. On dit que vous vous êtes entretenu avec ceux qui étaient venus vous parler de ce problème de Patrick qui a été tué. Moi je ne me suis entretenu avec personne. Vous n'êtes même pas au courant qu'il y a un Burundais qui a été tué? Personne ne me l'a dit. Patrick Kwizerimana s'était rendu à Nairobi en 2019 pour chercher du travail. Il était originaire de la colline Mugende, commune Gitaramuka en province Karuzi. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. À propos de la mort de Patrick Kwizerimana, l'organisation Forum pour la conscience et le développement fustige l'inertie de l'ambassade du Burundi à Nairobi. Pacifique Ninahazo, président du FOCODE, s'étonne de l'indifférence de cette représentation diplomatique alors que la communauté burundaise du Kenya l'en avait informé. Pour Pacifique Ninahazo, l'ambassade devrait s'impliquer pour poursuivre l'entreprise qui employait le défunt Patrick Kwizerimana, suivait Pacifique Ninahazo. Nous avons également appris que des Burundais résidant à Nairobi ont tenté de contacter l'ambassade du Burundi à Nairobi pour demander un appui de 2 ordres. D'abord, c'était de demander un appui dans l'enterrement de la victime, mais ensuite, c'était de demander à l'ambassade du Burundi d'aider, de poursuivre l'entreprise Yangtai qui a employé Patrick Kwizerimana et qui ne l'a pas protégé. Malheureusement, selon ces sources à Nairobi, les agents de l'ambassade du Burundi à Nairobi ont été complètement indifférents aux demandes des Burundais de Nairobi.
Nous venons d'apprendre que depuis hier soir, après les publications que nous avons faites sur Twitter, des agents de l'ambassade ont commencé à contacter des proches de la victime. Nous espérons peut-être que cette ambassade va finalement agir. Ce serait une très bonne chose. Mais je dois dire ici que j'ai cette impression que les ambassades burundaises à l'extérieur ne sont pas suffisamment conscientes du rôle qu'elles doivent jouer dans la protection des Burundais qui sont dans les pays de compétence de ces différentes ambassades. Généralement, lorsqu'un Burundais est en danger, c'est extrêmement rare que des agents d'une ambassade burundaise viennent au secours d'un Burundais. Alors, dans le cas présent, je pense que l'ambassade d'un côté devrait agir pour aider dans l'enterrement de la victime, mais aussi elle devait poursuivre, engager la responsabilité de l'entreprise Yang Thai. Ce n'est pas normal. D'abord, pourquoi cette entreprise devrait payer ses employés à la main, ce qui serait interdit au Kenya. Mais ensuite, pourquoi au moment de paye, qui est un moment très sensible, cette entreprise ne prévoit pas des agents de sécurité pour protéger les employés? Et pourquoi à la fin, cette entreprise n'a rien fait pour organiser les funérailles de Patrick Kwizerimana après ce meurtre devant l'entreprise? Donc, il y a une responsabilité à engager et nous appelons l'ambassade du Burundi à jouer son rôle dans cette situation. Patrick Kwizerimana a laissé une famille, une épouse et 4 enfants qui restent au Burundi. Donc, si l'ambassade ne s'implique pas, il n'y aura personne pour aider cette famille. Enfin, je rappelle ici que depuis environ 9 jours, le cadavre de Patrick Kwizerimana se trouve toujours dans une morgue publique à Nairobi. Et la communauté burundaise était en train de supplier jusqu'hier la communauté musulmane de Nairobi pour qu'elle aide dans l'enterrement de Patrick Kwizerimana. Nous continuons notre journal et le président Evariste Ndayishimiye a annoncé que dans 2 semaines, tous les hauts cadres de l'État devraient avoir présenté les richesses devant les juridictions compétentes. Et cela dans l'objectif de lutte contre le détournement et l'enrichissement illicite. Cet expert indépendant, Faustin Ndikumana, indique néanmoins qu'il lui faut d'autres mesures d'accompagnement. Depuis que le président de la République a annoncé la déclaration des biens par les hauts cadres de l'État, nous nous félicitons de cette mesure, de cette annonce, parce que c'est une véritable étape importante dans la lutte contre la corruption. Normalement, la loi est assez claire. Donc, tous ceux qui ont à gérer les fonds publics dans leurs organisations ou dans leurs institutions respectives. Et ils doivent déclarer les biens inscrits sur leur nom propre, les biens inscrits sur les noms de leurs conjoints, les biens inscrits sur les noms de leurs enfants, surtout les enfants mineurs. Donc, il y a d'autres mesures d'accompagnement qui doivent être prises pour que ce principe arrive au résultat escompté. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une avance. Et aussi, on peut se demander qu'adviendra alors le sort des partants. Comme très récemment, on avait mis sur pied une commission spéciale pour justement voir le comportement de certains cadres de l'État, et surtout pendant cette période délicate de fin de législature. Il y avait une commission qui avait été mise sur pied et qui disait qu'elle avait déjà recueilli pas mal d'informations. J'imagine qu'il y a continué de service de l'État. Cette commission aussi devait donner rapport pour commencer à sévir, à frapper fort aussi contre ceux qui se seraient méconduits dans la gestion des fonds du contribuable pendant cette période de législature. Comme ça, on va marquer une avancée spectaculaire dans la lutte contre la corruption. Mais quand cela ne tienne, ce comportement, s'il commence à se manifester, à se généraliser, vraiment, c'est une avancée. Il faut vraiment soutenir le gouvernement dans cette trajectoire. Pour rappel, cet activiste s'en tient à l'article 29 de la loi anticorruption
Dans un délai n'excédant pas 15 jours à partir de l'entrée en fonction, le président de la République, les vice-présidents de la République, les membres du gouvernement, les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat sont tenus de déposer à la Chambre judiciaire de la Cour suprême une déclaration certifiée sur l'honneur exact et sincère de leurs biens patrimoine ainsi que de leurs conjoints et enfants mineurs. Et dans ce rapport du mois de juillet sur les manifestations publiques, le raison des citoyens probes revient sur le discours du président de la République, Evariste Ndayishimiye, lors d'une réunion avec les représentants des partis politiques et la retraite du Sénat burundais, une occasion pour son dernier de demander des comptes aux anciens colonisateurs du Burundi. En suivait Gervais Nibigira, il est vice-président du réseau RCP. Le président, dans son discours, il a dit qu'il est lui aussi satisfait de cette réunion, mais il a dit qu'il ne veut pas y avoir des réunions comme négociations. Parce qu'il a regretté qu'il y a eu beaucoup de temps perdu lorsqu'il y avait des négociations à Arusha où les partis politiques se sont mis ensemble pour négocier, mais non pas pour la paix, mais pour leur intérêt, ce qu'il a dit. Et il a dit qu'il va continuer à les recevoir, mais non pas pour un dialogue et pour voir l'amélioration de ce qui se passe, parce qu'il y a un parti qui a gagné les élections et il s'est consulté tout simplement pour savoir ce qui se passe dans le pays. Et dans son discours aussi, il a demandé à ces présidents de partis politiques de combattre la corruption. Mais la corruption, ce n'est pas une affaire des partis politiques, c'est une affaire d'une politique du gouvernement. C'est prendre des mesures nécessaires, des lois et des règlements internes au gouvernement pour combattre ce fléau. Mais ce n'est pas au président des partis politiques de le combattre. Lui aussi, il a demandé aussi à ces présidents de parti d'aider à demander aux réfugiés de rentrer. Mais les réfugiés ne peuvent pas rentrer par un simple discours. Il faut qu'il y ait des actions sur terrain qui montrent qu'il y a la paix au pays et comme ça, tout le monde aura l'engouement de rentrer. Aussi, nous revenons sur la retraite qui a été organisée par le Sénat de 2 jours, du 30 au 31 juillet, où il s'agissait d'analyser la réforme du 21 août 1925, où il y a eu la réforme administrative au pays. Et cela a été analysé sous plusieurs angles, surtout politique, économique, social, et aussi les relations entre les autres États, les autres pays. Et au sortir de cette retraite, il y a eu beaucoup de recommandations, surtout demander les réparations de la part des pays comme l'Allemagne, comme la Belgique, les États-Unis, l'ONU, mais aussi l'Église catholique. Il y a cette façon de montrer qu'aujourd'hui, il y a des pays qui seront nommés comme partie prenante du conflit burundais. Et ils n'auront plus de parole sur ce qui se passe au pays. Parce qu'aujourd'hui, si on demande quelque chose, ou s'il y a une réunion sur le Burundi, et ces pays-là vont se dire, nous ne pouvons rien dire parce que nous sommes en conflit avec ce pays. Et cela va avoir des conséquences sur les relations entre ces pays, mais aussi entre la population burundaise. Et enfin, dans la suite des activités réalisées par la Maison Shalom, aujourd'hui, nous vous parlerons d'un étudiant qui a été soutenu par la Maison Shalom. Lionel Matonde poursuit ses études en France grâce à la Maison Shalom. Ce dernier remercie la Maison Shalom. Suivez son témoignage. Je m'appelle Lionel Matonde. À mon arrivée au Rwanda en 2015, en tant que réfugié, j'ai été soutenu par la Maison Shalom depuis. Et on a bénéficié de formations. Par après, ils ont eu des bourses pour aller continuer des études en France. J'ai passé des examens et j'ai eu la chance du coup d'aller faire les études en France, à Lyon, à Médine Sainte-Marie-Lyon. Par après, aujourd'hui, je continue et je fais un master de management des organisations.
et espère par après pouvoir travailler et venir en aide à ma communauté. Je suis reconnaissant pour la Maison Shalom parce qu'ils m'ont apporté de l'espoir à un moment où j'en avais pas beaucoup. Et c'est aussi le message que je voudrais apporter aux autres jeunes comme moi, réfugiés. Je leur dis de garder espoir et de toujours croire en leurs rêves. Je finis par remercier la Maison Shalom et ses partenaires qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours. Voilà, c'est ce que a fait ce journal et merci de nous avoir suivis. Au prochain rendez-vous.